de convertir les pères fondateurs du sionisme à leur idéologie. Nous aussi, on aime faire ça. Mais quand j'ai lu l'Institut israélien pour la démocratie a édité un petit cahier sur Jabotinsky, où il le présente comme le libéral par excellence. John Stuart Mill à côté de lui, c'est c'est de la petite monnaie. Et laissant de côté absolument toutes les autres facettes de son visage, il était libéral, mais pas que libéral. Toutes les autres facettes de sa très complexe individualité et qui évoluait. Alors je pense que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est très pertinent. C'est très pertinent et un retour aux sources presque accompli. Je vous dis d'avance l'essentiel des choses que je veux dire. Il faut savoir, c'est pas des choses nouvelles. Lorsque vous lisez par exemple Moshe Bella, l'un des grands éditeurs de Jabotinsky, qui a beaucoup écrit sur Jabotinsky, et d'autres, c'est pas un secret, le rapport changeant de Jabotinsky pas seulement à la tradition juive, à la Torah, à tout le patrimoine juif, c'est pas un secret. Il a caché de personne, ni de son fils à qui il a écrit à son sujet, ni de tout le public, et il l'a dit. Il a même postulé dans la constitution de base à Tzach, à Tzionut HaChadasha, à l'organisation sioniste nouvelle qu'il a formée lorsqu'il a fait scission en 1935 de l'organisation sioniste mondiale. Il l'a dit noir sur blanc, il a écrit noir sur blanc. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, ça doit certainement pas faire surprise. Ça ne doit étonner personne. Et pourtant, lorsqu'on voit la manière dont très souvent Jabotinsky est présenté, où il est, retravaillé aujourd'hui par certaines personnes, eh bien ça peut effectivement étonner, et en tous les cas c'est important de le redire. Un article où toutes ces informations sont concentrées, c'est un ami à moi qui l'a écrit, il est docteur en Tanakh, mais il aime beaucoup l'histoire, il a beaucoup publié sur l'histoire du Irgun, du Irgun Tzvaï Leumi, sur l'histoire du Lehi. C'est là-bas que ça sonne? Oui, c'est là, ça sonne. Sur l'histoire du Lehi, et entre autres, il a écrit un article sur Jabotinsky et son rapport au patrimoine juif, et son rapport changeant au patrimoine juif. Cette personne s'appelle Yitzhak Streshinsky. Streshinsky, c'était publié en hébreu, c'était publié en russe. Là, pour ceux qui veulent, j'ai son article en russe, ceux qui sont intéressés. Yitzhak Streshinsky, il habite pas loin d'ici, c'est très sympa, très sympathique. Ben, il a à peine 30 et quelques ans, il est très jeune, c'est pas mais ça fait longtemps qu'il publie à ces sujets, effectivement, il a publié plusieurs livres. Bon. Et là, un article qu'il a publié il y a 12 ans environ, et que je gardais parce qu'il est très intéressant. Bon, Jabotinsky, on le sait, il naît à Odessa, une ville dont pratiquement la moitié des résidents sont juifs. L'énorme majorité, on ne peut pas dire assimilée, parce qu'elle n'est pas assimilée du tout. Elle est très juive, a une identité juive très forte, mais qui n'a absolument aucun rapport avec le Shabbat, avec les tfilines, avec... Il s'agit d'Odessa.
On va en revenir, je vais laisser de côté un peu le caractère de cette ville, mais c'est une ville qui est le centre du mouvement Chibat Zion, c'est le centre du nationalisme juif non religieux. Bialik, c'est là-bas, et Chadaam, dont on parlait, c'est là-bas, Simon Dubnov, c'est là-bas, les Jabotinsky, c'est là-bas énormément de Revnitsky, c'est là-bas énormément de personnes qui sont très célèbres, très connues dans le mouvement sioniste, et pas seulement, eh bien, ils habitent là-bas. Jabotinsky naît dans une famille qu'il décrit comme pas assimilée. Pourquoi? Parce qu'il y a cacheroute. Et sa mère allume les bougies et il respecte Shabbat. Mais quand son père décède alors qu'il a 6 ans, la seule chose qu'il sait faire, il va à la synagogue. Il va à la synagogue, mais il ne prie pas, il se lève pour dire Kaddish, et ensuite il quitte la prière. Quand il a 6 ans, oui. Mais pour lui, il le dit, le judaïsme, à l'époque, ça a une valeur folklorique. Ça a perdu, ça a perdu de son parfum, ça a perdu surtout de sa vivacité et de sa pertinence. Nationalisme juif, ça, c'est bien. Culture russe, anglaise, française, c'est quelque chose de très grand. Il parle même pas yiddish. Vous comprenez, un juif qui naît en Russie, qui parle même pas yiddish. Hébreu, on lui donne des cours d'hébreu. Parce que son père était en vie, etc., il prenait un petit peu de cours d'hébreu. Mais vous imaginez, de ne pas parler yiddish, je sais pas, c'est la mameloshen. Mameloshen, c'est la langue de la mère, la langue maternelle. Non, il parle pas yiddish. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle russe, bien entendu. La langue maternelle, c'est le russe. La langue acquise, c'est l'anglais, le français, ensuite l'italien. Il épouse les idéaux occidentaux à bras ouverts, il les embrasse. Il va ensuite étudier, il passe par Berne, ensuite il s'arrête à Rome où il étudie, il finit d'ailleurs il n'est diplômé de nulle part. Il n'est diplômé d'aucune école, ni université, ni Shum Davar. Ensuite, quand il va devoir quand même obtenir son bac, eh bien, il va l'écrire, et parmi les questions posées, eh bien, il va y avoir des extraits de ses extraits à lui, de ses écrits à lui, pardon. C'est-à-dire, vous imaginez, vous n'avez pas le bac, mais lorsque vous avez l'examen, on vous cite un grand écrivain, vous voyez en dessous votre nom, et vous devez répondre à des questions sur C'était le cas avec Jabotinsky. Il n'était diplômé de Gournisht ni de Gournisht. Top. C'est une personne, il est pris des idéaux humanistes, hyper humanistes. Il veut même fonder une idéologie qui transforme chaque être humain en roi. Ça s'appelle le pan basileus. Je ne sais pas, basileus c'est roi, pan, chacun et tout l'État, la société est au service de l'être humain, avec un grand E, un grand H et très grand. C'est Jabotinsky, il écrit depuis un très jeune âge, il traduit, il publie, ses articles se font apprécier par les plus grands et les meilleurs écrivains russes, Kuprin, Gorky, qui d'ailleurs, Gorky qui a fait, grâce à lui, on a Bima, on a Bialik, c'est lui qui, auprès de Lénine, a intercédé pour obtenir des visas de sortie pour nombre de très 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 grands juifs qui sont, grâce à lui, arrivés ici. Gorky qui était un grand amateur, bien qu'il était très bon russe, mais très grand amateur du peuple juif. Mais ça, c'est une parenthèse qu'on referme.
Eh bien, c'est lui qui dit, lorsque Jabotinsky écrit, c'est comme ça qu'il écrit. Je connais la moitié de Pouchkine par cœur. Et Pouchkine a beaucoup écrit. Je sais pas, il a écrit des poèmes, c'est long. C'est long. Et je connais la moitié de Pouchkine par cœur. C'est-à-dire, il connaissait aussi l'autre moitié, mais tout simplement pas par cœur. Et je suis prêt à échanger toutes les belles lettres russes contre 9 lettres carrées de mon alphabet. 9 lettres carrées. Carrées. Nos lettres sont carrées. Ouais. Quand vous les comparez à toutes les autres lettres, elles sont carrées. Je suis prêt à échanger, alors que c'est pour lui une langue acquise. Qui a dit ça? Jabotinsky. Jabotinsky, je suis prêt à échanger tout. Et pourquoi je dis ça? Parce que Gorky, on en parlait, Gorky il dit, c'est quand Jabotinsky a cessé d'être un écrivain russe et a commencé à être un homme d'État juif, il dit, la littérature russe a subi véritablement une de ses plus grandes pertes du XXe siècle. Intéressant. C'est pas la littérature du Togo, je m'excuse, je veux blesser personne, mais la littérature russe. C'est là où l'air barègue, comme on dit. C'est pas, pardon? C'est pas la littérature française. On va discuter ça, toi et moi. La littérature israélienne a gagné. Hein? La littérature israélienne a gagné avec les... On va en parler combien est-ce qu'on a organisé. Vous comprenez qu'une personne fasse un tel aveu, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Une fois, on m'a demandé, c'était les 130 ans de Jabotinsky. Il est né en 1880, et puis on m'a envoyé dans une université à Odessa, une université Goy. Il dit, yalla, parle-leur de Jabotinsky, parle-leur de sionisme, parle-leur d'État d'Israël. À qui? Tu vas entrer dans une classe de maths. Première question que je pose, est-ce qu'il y a des juifs ici? Bon, j'ai regardé dans la salle, j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin de poser la question. C'était très simple. Il y avait tous les rangs, à part les 2 places au premier rang de devant, tout était occupé par des goy. Vous voyez, et puis aux premières 2 places, vous aviez 2 filles. Tous les attributs juifs, à commencer par un énorme Magen David bien mis en évidence, et tout le reste. Première question, pas besoin. Et puis qu'est-ce que je leur ai dit? De quoi j'ai commencé à leur parler? Je leur parlais, vous connaissez ce que c'est? Je vous dis ce que c'est, pour comprendre votre nationalisme. Son nationalisme juif a commencé par le nationalisme russe, par le nationalisme, un respect énorme pour le nationalisme ukrainien. C'était avant la guerre. C'était avant que Poutine ne décide que la Crimée doit de nouveau lui appartenir. C'était avant. Donc, c'était assez. Les relations encore étaient assez bonnes. Et c'est en tant que. C'est-à-dire que son nationalisme, je ferme immédiatement la parenthèse. Son nationalisme, il l'a bâti pas contre les autres peuples, mais en prenant le meilleur de ce qu'il y a dans les autres peuples. Alors là, il y a une fille qui pose la question, et de la manière la plus naïve qui soit, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a de bien en Ukraine? Et là, j'ai compris qu'est-ce que c'est Or Lagoïm. Qu'est-ce que c'est Or Lagoïm? C'est l'égoïm. Là, la fille, l'étudiante en maths, dans l'université de Odessa,
a demandé à un juif qui venait juste d'atterrir de Jérusalem, qu'est-ce qu'il y a de bien, de positif dans le nationalisme ukrainien. Et ça, c'est Jabotinsky. Et ça, c'est Jabotinsky. On parlait des prophètes, du Tanakh, etc. Ça, c'est le nationalisme juif de Jabotinsky. C'est d'abord aussi le nationalisme juif, mais Jabotinsky, il touche à une fibre très, très, très profonde de ce qu'il y a. Bon, j'arrête le truc. Bon, épris de Garibaldi, de nationalisme italien, de République, de tout ce que vous voulez, de l'Union, peut-être. On lui offre une position dans un journal juif à Odessa. Avant d'obtenir son diplôme en jurisprudence à Rome, il quitte la ville, arrive à Odessa, attend pour Pessah 1903. Pessah 1903, on attend le pogrom, le grand pogrom, tout le monde en parle. On l'attend où? On l'attend dans la plus grande ville juive, bien entendu. C'est quoi? C'est Odessa, de la région. Odessa est connue parce que c'était là, il y avait eu là-bas le premier pogrom en 1870, instigé par les Grecs, qui étaient les concurrents des Juifs dans le commerce, du blé, etc. Enfin, bon, peu importe. Bien entendu, ce n'était pas la seule raison, mais raison très superficielle. Mais donc, on attend le pogrom à Odessa. Qu'est-ce que fait Jabotinsky alors qu'il est, c'est, comment dire, un citoyen du monde? En tant que citoyen du monde, il achète des pistolets, des armes, des poignards pour organiser l'autodéfense. Pour organiser l'autodéfense, pour finir, le pogrom se déroule, on le sait où? À Kishinev, et il se rend là-bas en tant que membre d'une délégation organisée par les Juifs, les auteurs intellectuels, les Khada'am, Simon Dubnov, etc., à Odessa, pour voir ce qui s'est passé, pour décrire, il va là-bas, il entre, on en a parlé, j'en ai parlé, mais je le répète, j'en ai parlé pendant ma présentation il y a quelques semaines, mais je le répète parce que c'est une chose très forte. Il entre dans les synagogues, bien sûr, rien n'a été nettoyé, rien n'a été pris en charge. Il est accosté par les Juifs qui chacun lui montre qu'est-ce qu'il a perdu, qu'est-ce qu'on lui a coupé, etc., pour obtenir quelques kopecks, etc. Et il rentre dans une synagogue, il voit un rouleau de Torah complètement consommé par le feu, avec juste une partie du classe qui est restée. Il lit, il regarde, il sait lire l'hébreu, et il voit écrit là-bas Ki ger haïti be'eretz nochriya. Ki ger haïti be'eretz nochriya. Ki ger haïti, c'est cité 2 fois dans la Torah lorsque Moshe donne son nom à son fils Gershom. Je l'ai appelé Gershom, qui ger haïti be'eretz nochriya. Et là, Jabotinsky, guerre parce que j'étais étranger en terre étrangère. En hébreu, nochriya, c'est beaucoup plus qu'étranger. C'est étranger au niveau culturel, spirituel, pas seulement géographique, c'est des citoyens. Très étrange, presque hostile. Et alors là, on peut dire, on lui pose la question, quand est-ce que vous êtes devenu sioniste? Il donne 2 réponses. La première, c'est celle-là. Je suis devenu sioniste lorsque j'ai vu ce qui s'est passé à Kishinev. J'ai vu ce rouleau et j'ai vu un signe. J'ai compris que tous les mouvements, Excusez-moi, vous pourriez parler un peu plus fort pour faire. Tous les mouvements dominants à l'époque parmi les Juifs russes, des mouvements, que ce soit le Bund, que ce soit les sociodémocrates, que ce soit les anarchistes, que ce soit, c'est-à-dire les Juifs, intégraient chacun de ces mouvements aussi, que ce soit les autonomistes de Simon Dubnov, que ce soit tout ce que vous voulez, les bundistes qui voulaient une révolution, mais avec un accent yiddish, j'exagère un peu, etc. Tout cela
tous ceux qui luttaient pour le droit des Juifs dans le cadre de la Russie, c'était tout cause perdue. Pourquoi? Parce que la cause véritable, c'était le fait même de la présence en terre étrangère. Et depuis, il écrit « Cessez de lutter pour les autres. Nul ne vous appréciera. Personne ne va vous dire merci. Consacrez-vous, consacrez votre vie à œuvrer pour bâtir votre comment dire, il l'a dit de manière très forte. Il a dit, je suis mon métier, c'est le métier d'un des, comment on appelle ceux qui travaillent la pierre? Mais sa tête, on en a parlé hier. Tailleur de pierre. Mon métier c'est le métier d'un tailleur de pierre sur le chantier du Beit HaMikdash, de mon Dieu, sur le chantier du temple de mon Dieu, dont le nom est le peuple d'Israël. Et c'est à cela qu'il appelle tous les Juifs à se consacrer. Cessez, en d'autres termes, de travailler à Avodah Zara. Vous avez votre temple et votre Dieu. C'est quoi son nom? Am Israël. Quelle est la place qu'il réserve à la religion, telle qu'on l'entend, la religion juive orthodoxe? Quelle est la place qu'il réserve aux mitzvot, à la prière, au Shabbat, etc.? Il dit de manière très simple. On a perdu notre territoire, on a perdu notre État. Pour se conserver en tant que peuple en exil, il n'y avait pas de meilleur moyen, et je souligne moyen, que la religion, qui nous isolait, qui nous mettait à part par tous ces rituels, dans la prière, dans les fêtes, dans la cacheroute, dans tout, qui nous mettait à part de toutes les autres nations et de cette manière nous sauvegarder. Mais c'est avant tout un moyen, c'est pas un but en soi. La foi du peuple juif, elle est et l'essentiel du peuple juif, c'est son moi collectif, son moi national. Et c'est ce saint des saints qui a été farouchement conservé par le peuple. Par quoi? Par la religion. Mais le Kodesh HaKodashim, c'est cette identité nationale profonde, très profonde. Je veux dire, je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas pour rien que Jabotinsky était tellement pas populaire. Il avait des millions qui le supportaient, des juifs russes. Parce qu'il a touché il est arrivé à la moelle épinière de ce que c'était. Pour moi, être juif, pour mes parents, pour mon père, c'était une chose aussi évidente que le soleil, que le ciel, que la terre. Mais quand, et je le cite chaque fois, quand une fois on était assis ici à Tel Aviv dans un café, il me dit, non mon fils, j'ai découvert quelque chose. Il me dit vraiment comme Eureka, quelque chose de fantastique. Il me dit, mais tu sais ce que j'ai compris? J'ai compris une chose fantastique. Il y a aussi une manière d'être juif par la Torah. Et je me rappelle, je me suis saisi la tête comme ça, il me dit, ouais, Abba, t'as tzodek. Ech lo chashavnu. J'ai dit ça comme une blague.
Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est tellement évident. C'est-à-dire il y a une identité nationale et la Torah, ben, c'est un épiphénomène. On est tellement génial. Bien entendu qu'on a écrit la Torah. Bien entendu on est le peuple élu. Bien entendu on a parlé de révélation. On est tellement génial. Ça fait 70 ans qu'on survit de cet empire des tsars et des premiers secrétaires, et on est encore là et on est toujours les meilleurs. Alors, c'est génial. C'est un peuple de génie. La conscience de l'élection du peuple juif parmi les juifs soviétiques, c'était plus évident que 2 font 4. C'était quelque chose qui allait absolument de soi. Mais sans Torah. Avec amour, sans connaissance, avec amour pour tout ce qui est, du moment qu'on savait, avec amour pour ce qui est juif. Et si tu ne sais pas, bien, pas de problème. Le nationalisme juif, il est là, il existe. Donc, durant la Première Guerre mondiale, on continue à considérer l'évolution de Jabotinsky. Durant la Première Guerre mondiale, il est à Londres, avec beaucoup d'autres leaders du mouvement sioniste, à commencer par le Rav Kook. Pardon, en 1915, 16, 17, il est à Londres. Weizmann se trouve là-bas, Echadam se trouve là-bas, Sokolov se trouve là-bas, beaucoup de gens se trouvent là-bas. Et qu'est-ce qu'il organise? Alors que tous les juifs se mobilisent dans toutes les armées possibles et imaginables et s'entretuent entre eux, lui et le Rav Kook, il est pour ça aussi, bon, on en a parlé, mais je vais y revenir un peu plus tard, mais lui qui fait l'effort essentiel, pourquoi? Pour organiser d'abord un corps juif de muletiers, et ensuite, en 1917, la Légion juive, où servent d'abord 10, ensuite 15 000 personnes, ils combattent ici, à Jéricho, en Israël. Et là-bas, il dit une chose intéressante. Il y a, comment ça va fonctionner ce corpus juif? Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'ils vont s'entraîner le Shabbat, oui ou non? Non? Le général, le colonel Patterson, Goy, British, absolument rien à voir, etc. Il devient plus spécialiste de la cacheroute, de où est-ce que tu dois couper la veine, et comment, avec quel couteau, et qu'est-ce que c'est le guidanaché, et compagnie. Patterson devient un spécialiste de la cacheroute. Pourquoi? Parce que dans l'armée britannique, tu dois fournir à la Légion juive la viande cachère. Il y a la viande cachère. C'est Jabotinsky qui a fait en sorte qu'il y ait dans la Légion juive quelqu'un qu'il appelle un père, qu'il appelle un mizrochnik, un juif du Mizrach, c'est un rabbin qui doit être, dans l'armée anglaise, il y a des aumôniers, il doit y avoir un padre chez les juifs, et qui organise tout. Il y a Shabbat, il y a l'emblème juif, le Magen David, il y a la cacheroute, il y a même des cours d'hébreu. Fascinant. Il le décrit, c'est très drôle comme il le décrit. Il s'appelait le rabbin Falk. Le rabbin qui servait, il est dit comme ça. Il y a l'emblème de David, le Magen David, etc. Dans un bataillon, il était rouge, dans l'autre, il était bleu, dans le troisième, il était violet. On avait aussi notre padre. C'est ainsi que dans l'armée britannique, on appelle les chefs spirituels. Notre rabbin Falk, un jeune et très chaleureux Mizrochnik. Mizroch était un membre du mouvement national religieux, sioniste religieux, et très brave sous le feu. Et là, il écrit ce que je vous ai dit. Donc, on voit que
Jabotinsky, il a du respect, il a du kavod. Il a du kavod pour la Massoret, pas plus. Pas plus. Pourquoi je dis pas plus? Parce que lorsque, en 1919, il est en Israël, et puis il y a la campagne électorale pour le Vad Atzirim. Vad Atzirim, le comité des délégués, c'est-à-dire un corps représentatif dans le Yishuv des Juifs du Yishuv. C'est la première campagne électorale, naturellement, les Britanniques viennent d'arriver, et les rabbins, y compris le Rav Kook, sont contre l'accord des droits de vote aux femmes. Ils sont contre. Pourquoi est-ce qu'il est contre? C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est décrit plus en profondeur dans son livre Encyclopédie Shel Hatzionut Hadatit, l'encyclopédie du sionisme religieux, avec un article d'environ 300 pages sur le Rav Kook. Il explique là-bas, c'est une chose très, très intéressante. Pourquoi? Bon, parce que tout d'abord, ça peut donner diviser les familles. On sait que dans les années 40, 50, il y a des kibbutzim, des familles même qui se sont séparées, qui ont divorcé pour des raisons, parce que les uns étaient pour pleurer Staline et les autres étaient contre pour pleurer Staline, et parce que ma femme par-ci, ma femme par-là, peu importe. Bon, c'était une chose d'autre, mais c'est une autre raison. Une deuxième raison, c'est pas ce qui doit nous intéresser, mais une deuxième raison, c'est que le Rav Kook était préoccupé que les vents à l'européenne n'envahissent pas trop l'espace spirituel et culturel de Eretz Israël. Troisième chose, c'est une position qui ensuite, lorsqu'il y a eu un arrangement qui a été trouvé, eh bien ce n'était pas un Yud Gimel principe de foi chez le Rav Kook. Mais quand Jabotinsky le voit, eh bien, il écrit dans Chadashot Haaretz, il écrit un article très véhément où il dit que nous avons capitulé devant le cléricalisme, devant ces rabbins militants qui ne veulent pas entendre parler qui n'ont jamais entendu parler de John Stuart Mill, qui n'ont jamais entendu parler de John Locke, etc., etc., etc. Alors là, on espérait, il écrit, on espérait pouvoir vivre en paix avec les orthodoxes. Beaucoup d'entre nous étaient prêts à sacrifier même nos habitudes personnelles, mais aujourd'hui, on doit se méfier que même dans ce pays, dans la terre de nos pères, on ne pourrait pas éviter la guerre des cultures. C'est ce qu'il écrit en 1919. Et là, on peut voir qu'effectivement, on a l'impression que Jabotinsky et les rabbins sont de deux côtés des barricades. C'est la guerre. D'un côté, personne libérale, qui est prêt à céder sur certains points, etc. Mais le droit de vote universel, non mais, voilà. Top, arrive l'année 1920. Qu'est-ce qui se passe en 1920? En 1920, il y a les émeutes qui commencent surtout à Jérusalem, les émeutes arabes contre les Juifs. Et Baruch Hashem, la légion juive n'a pas encore été entièrement démantelée. Et Jabotinsky fait appel à ses soldats pour s'organiser et pour se porter à la défense des habitants juifs de la vieille ville. Pas seulement du quartier juif, comme on l'appelle aujourd'hui, mais toute le Rehov Haggai, toute la section Hebron, appelée de la vieille ville de Shar Shrem, jusqu'au Kotel, etc. Enfin, il n'y avait pas l'esplanade à l'époque, mais il y avait... Pardon?
il y avait des réseaux, il y a énormément de juifs qui allaient là-bas, ils étaient attaqués, et qui les a défendus? Jabotinsky avec ses hommes. Ensuite, il a été, pour cela, arrêté, jugé, et condamné à 15 ans de travaux forcés. Par le tribunal britannique. Par les Anglais, qui venaient de d'installer leur pouvoir mandataire en Eretz Israël. Ils l'ont attrapé, et ils l'ont attrapé avec d'autres gens. Ils ont aussi, mais vous savez, ils ont traité de la même manière les terroristes et ceux qui se sont portés à leur défense. Et c'est ainsi que sont trouvés, arrêtés, les Arabes d'un côté, les Juifs de l'autre, dans la prison, fameuse prison de Akko, français, Saint-Jean d'Acre. Et qui a pris la défense? Qui a fait appel aux autorités britanniques, aux Juifs de Londres, de Manchester, d'ici, de partout? Qui? Le Rav Kook. Le Rav Kook a mis en branle tout ce mouvement, etc., pour dire que c'est une chose, au contraire, il appelle, il faudrait citer ça. Il faisait. Non. Comme ça qu'il écrit. Les Praot ont eu lieu à Pessah. À Pessah 1920. Et c'est ainsi que le Rav Kook parle à l'enterrement des victimes juives. Dam Pesach, Dam Brit, Dam Gdoshim, Damim Bedamim Nogim. Le sang de Pesach, le sang de l'Alliance, le sang de Saint. Damim Bedamim Nogim. Le sang qui touche au sang et qui se mélange. Bedamai Chraï, Bedameinu Nigael. Et ensuite de continuer. Michel Nesrou ensuite ont été, ça c'est ainsi qu'il parle des victimes de ces pogroms. Michel Nesrou Meginei Yerushalayim, Zev Jabotinsky, Vetisha, Assar Michaverav, qui ont été arrêtés. Les défenseurs de Jérusalem. Jabotinsky appelle Jabotinsky le défenseur de Jérusalem. Et 19 de ses amis, Al-Chelkam Bepoulot Agana Negedaporim, dans leur accusés de défendre la population juive contre les pogroms chics. Pas leman amtakat dinam veshichoram, etc. Miché pour Sam, je ne vais pas tout traduire, je vais traduire juste les choses essentielles. Miché pour Sam, be'alefiyav, shelota shana, gzar dinam akaché chez Jabotinsky, du moment qu'a été prononcé le verdict, 15 ans de travaux forcés, ken chamesh treshnot ma'asar, et avec expulsion d'Eretz Israël après avoir purgé sa peine, ils ont écrit une pétition qui a été envoyée aux autorités britanniques, vu que c'était très urgent et que tout cela se passait le Shabbat, eh bien on a posé la question au Rav, comment se conduire, au Rav Kook, à Rav Loïses veitir l'achtom à la Tzuma be Shabbat. Le Rav n'a pas hésité, il a dit il faut signer sur cette pétition qui demande la libération de Pikuach Nefesh, la libération de Jabotinsky, 19 de ses membres, signer le Shabbat. Anien. Be Shabbat, hu atzmo chatam vekamou asu alfei Yehudim charedim be Yerushalayim. Il faut savoir, il y a des détails dans notre histoire qu'on connaît peu. Il faut le connaître. Lui et des milliers de juifs charedim de Jérusalem ont signé la pétition pour la libération de Jabotinsky et 19 de ses amis. Ensuite, ils été libérés, etc. Comme ça, regarde. Begilui da'adze kara lavot et atria alumi de khatira shad achi amikorim. Je vais dire qu'Hacher Rizou Atzurim. Ensuite,
les arrêtés, c'est-à-dire Jabotinsky et ses amis qui étaient dans la prison de Akko, ils ont déclaré une, comment dire, Shvitat Rahav, une grève de la faim. Une grève de la faim. Le Rav Kook s'adresse à eux en Sivan Tafresh Pei, 5680, 1920, 1920, hein? Beshem, c'est comme ça qu'il écrit, Beshem Kol Acheinu Beit Israël, au nom de tous nos frères de la maison d'Israël, Amit Parim Beti Ilatrem, qui sont tellement fiers de votre gloire, Sheyafsiko et Shvitatam, cessez votre grève de la faim, Ve'al Tishlechud Yad Bebriut Gufrem, et ne portez pas atteinte à la santé de votre corps. Gufrem, Jabotinsky Vechaverav Na'anu Lepniyato, ou B'mirtav Ishi, Jabotinsky ont obtempéré, et Mirtav Ishi, Sheshiger Elav Minakel et Katav, c'est ainsi que parle Jabotinsky dans la lettre qu'il adresse au Rav Kook, Be'agia Eleinu Bakashat Akaal, ou Bakashat Ma'alat Kvodo Litrot et Achlatateinu, Iskamnu Leanot le Bakasha Azor. Votre Majesté s'est adressé à nous, et bien entendu, on obéit. Misheshechru Jabotinsky Vechaverav, quand ils ont été libérés, Bechodesh Tammuz, de Tammuz, c'est-à-dire ils ont été en prison 3-4 mois de Pesach, c'est-à-dire partie de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, 3 mois, ok? Bechodesh Tammuz Ta'ab, Shiger Ikeret Bracha, Shukra Yadei, Nifshet Bechaligat Ashikhu, et Mirtav Patar Milim Abaot. C'est comme ça que le Rav Kook s'adresse à ces personnes libérées. Bneinu achavivim, baneinu achavivim, nos fils bien-aimés, giborei achail vechasunei ruach vetoar, héros de l'œuvre du fait militaire, et vechasunei ruach, et fort d'esprit, et pur, Mar Jabotinsky vechaverav. Be'emshech katav, ashrechem meginei kvodeinu. Heureux, défenseurs de notre honneur, Shenit Fastem al Divrei Torah, d'avoir été arrêtés pour fidélité à la Torah. Al Asher Asitem et Chovatrem, Akdosha Leagen Achim, parce que vous avez rempli votre noble devoir de défendre vos frères, etc., etc. Jabotinsky, 1920, est ému, est touché, pas encore bouleversé. Mais ça commence. Ça commence à etc. Dans le mouvement sioniste, il entre dans le directorat avec Weizmann, etc. Il y reste quelques années, très peu de temps. Il réside essentiellement à Paris. Et pour finir, il quitte la direction sioniste, pas l'organisation, il quitte la direction sioniste. Pourquoi? Parce qu'il est en très très fort désaccord avec Chaim Weizmann. Chaim Weizmann veut ouvrir l'organisation sioniste un peu à qui veut, qu'il soit sioniste, qu'il soit peu icap, qu'il soit philanthrope. L'essentiel, c'est qu'il soit philanthrope. Jabotinsky, il n'est pas prêt à renoncer au but premier, essentiel, unique et ultime, qui est la création d'un État juif. Et il comprend que pour être soutenu, il doit se créer un public. Il doit véritablement éduquer à la lumière de cet idéal une nouvelle génération. La génération Beitar. La génération Hadar. Bon, je peux continuer avec les Tagar et compagnie, peut-être tous les, il y a des gens qui connaissent, mais novembre 1923, il se trouve à Riga,
il est invité à parler devant les jeunes, il est époustouflé devant les étudiants juifs. Il comprend que ça, c'est la génération sur laquelle on peut bâtir le futur État juif. Ken. Quand tu parles de créer un État juif, c'est créer un État juif en État en terre d'Israël? Bien sûr, bien sûr. Non, non, non. Uniquement à l'État. J'étais gadot le Yarden, ce cela nous a Ken, faut pas oublier, bien entendu, en Eretz Israël, uniquement en Eretz Israël, n'a rien à voir avec le territorialisme. Ensuite, Beitar se transforme en parti, à Tzor, à Tzionut, Tzionim, à révisionnistim. Pourquoi révisionniste? Rien à voir avec les associations que ce terme éveille aujourd'hui. Révisionniste, c'est-à-dire revoir le sionisme de Weizmann et le faire revenir à ses sources du congrès de Bâle, qui est d'établir un foyer national juif en Eretz Israël, pour le peuple juif. C'est-à-dire révisionnisme, donc retour aux idéaux et aux principes de Binyamin Zev Herzl. Maintenant, pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Pour dire que quand à Tzora, Tzionim révisionnisme, ça a été fondé, eh bien, il y a eu discussion sur quelle plateforme ce mouvement devrait avoir. Alors, bien entendu, il y avait énormément de membres religieux dans le Tzor qui sont venus à Jabotinsky, qui ont dit, écoute, il faut qu'il y ait une clause qui dise que la religion juive est un facteur d'importance et constructive dans la renaissance du peuple juif. Écris ça. Écris une clause. Ils disent, bien entendu, il en résultera, ça veut dire qu'il faut étudier, qu'il faut connaître, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Jabotinsky, sans cela venir, sans sentir, il dit immédiatement, il répond, vous voulez peut-être que j'envoie mon fils à une yeshiva? Et il refuse. Pourquoi? Pour ne pas donner à son parti une coloration religieuse. Il dit, je respecte, je suis un libéral, chacun a le droit de se conduire comme il veut. Un grand respect pour la tradition juive, moi personnellement, rien à voir, mais inclure en tant que clause, non, nationalisme, oui, temple du Dieu dont le nom est le peuple d'Israël, oui, hébreu, oui, Eretz Israël des deux côtés du Jourdain, oui, là, Torah, 3 points. On n'a pas eu besoin. Dans quel sens? Pour arriver là où il est arrivé. Non. À cette époque, pas encore. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Le véritable bouleversement arrive après l'assassinat de Chaim Arlozorov. On en a parlé plusieurs fois, je reviens pas, mais juste pour situer encore une fois, le parti de Jabotinsky était à 2 pas de conquérir l'organisation sioniste, d'obtenir le pouvoir, la majorité, de pouvoir former la coalition à l'organisation sioniste mondiale. Les élections devaient avoir lieu l'été 1933 et tous les sondages le portaient favori, et avec le Mizrach et avec quelques autres partis, il devait emporter la victoire. Le numéro 2, peut-être le plus prometteur du parti travailliste, des débuts du parti travailliste, ça a été fondé en 1930. L'un de ses idéologues, c'était Chaim Arlozorov. Parti travailliste à l'époque, Mapai, Mifleget Poalei Eretz Israël, oui. Il était chef du bureau politique de la Sochnut,
c'est-à-dire de fait ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, il venait de conclure un accord avec l'Allemagne nazie pour ce qu'on appelle le transfert des fonds des Juifs, pour que les Juifs d'Allemagne puissent faire leur aliyah sans perdre leurs biens, mais à condition que, avec leur argent, soient achetés des biens fabriqués made in Troisième Reich. Et bien entendu, ça a donné lieu à un tollé invraisemblable dans la presse, dans la presse juive, dans la presse hébreu, en Eretz Israël, peu importe. Juin 33, il se promène avec sa femme sur la plage de Tel Aviv. Il y a deux personnes qui l'approchent, l'un ébloui avec une lampe, un troisième avec un pistolet, un deuxième avec un pistolet. Il tire quelques coups de feu, son mari s'écroule et meurt quelques heures après à l'hôpital. Sans trop d'atermoiements, le Parti travailliste immédiatement accuse les gens de Jabotinsky d'avoir pas seulement suscité provoqué l'assassinat, mais d'avoir été ceux qui ont tiré les balles. Il y en a trois qui se font arrêter, il y en a deux qui sont condamnés. Pour finir, il y en a un qui est condamné à mort, Abraham Stavsky. Abraham Stavsky, on sait l'histoire, le Rav Kook obtient une information très très fiable qu'Abraham Stavsky n'a rien à voir, que ces deux Arabes qui ont admis qui sont responsables du crime, etc., ils montent une campagne invraisemblable à lui seul, pour que le sang innocent ne soit pas versé. Il se fait traiter de traître, il se fait traiter de collabo, de tout ce que vous voulez, par une partie du Yishuv. Mais cette fois, ce qui nous intéresse, c'est la réaction de Jabotinsky. Et il écrit dans un article à titre très révélateur: ceux qui ont sauvé. Il écrit comme ça. Je m'excuse, je traduis simultanément, j'ai pas eu le temps de traduire avant notre rencontre en français. Sur les jeunes, la révolte du Rav Kook a eu un impact qu'on ne peut pas résumer en des termes merci et bravo. Les mots la révolte, le soulèvement du Rav Kook ne m'appartiennent point. Je cite la lettre d'un jeune homme qui écrit. C'est-à-dire c'est Jabotinsky qui cite maintenant la lettre d'un jeune juif qui écrit au sujet de ce qui s'est passé. J'ai grandi très loin de la synagogue. Même du point de vue géographique. D'abord à Vienne, ensuite en Suisse. La religion, la tradition et tout ce qui a trait à cela avait pour moi l'air de quelque chose de conte d'enfant, de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre vie. La révolte du Rav Kook m'a complètement bouleversé. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire que dans l'atmosphère de l'éducation traditionnelle juive, il est quelque chose dont on n'avait absolument pas connaissance. Je continue, je vous pose la question. Vous, la génération de nos pères, de nos enseignants et de nos maîtres à penser,
de la pensée nationale. Est-ce que vous l'avez compris? Je pense que non. Vu que dans l'éducation de la jeunesse, cette loi, la loi religieuse, est absente. Comme si elle n'avait jamais existé. Et ensuite, fin de citation, et Jabotinsky continue par ces paroles, je commence à penser que c'est une erreur. C'est-à-dire l'omission de l'enseignement du patrimoine juif, d'après Jabotinsky, 1933, 34, 35, il commence à comprendre que c'est une omission qui est impardonnable. Pardon? Quoi? Le fait d'omettre la religion dans les... Il y avait plus ce côté de l'eau. Ça, c'est un second point, ça, bien sûr. Mais on nous a caché quelque chose de prépondérant. Parce que c'est des personnes, ils voient que la seule personne qui a su tenir tête dans le Yishuv, à la direction du Yishuv, à l'Empire britannique, l'empire encore presque empire numéro 1 à l'époque, cette personne sauf le grand rabbin d'Israël. Nul autre que le grand rabbin d'Israël. Vous imaginez ce que ça veut dire? Imaginez, je ne sais pas, pour donner un exemple, aujourd'hui, les seuls à avoir été capables à libérer les corps de Oron Shaul et de Hadar Goldin, ça aurait été les grands rabbins d'Israël. Vous imaginez ce que ce serait dans la population? Vous voyez? Juste comme exemple. Le seul à avoir été capable à faire sortir Jonathan Pollard, ça aurait été le grand rabbin d'Israël. Vous imaginez cette chose? Hein? Et pourquoi pas? Pardon? Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller avec la vérité jusqu'au bout. Emet veshalom aevu. Et vérité, mais qui n'a pas peur de se mettre à dos le monde entier. Le monde entier. Et c'est une chose, vous comprenez? Ces gens du Beitar, comment ils se sentaient quand l'un des leurs, il était condamné à pendaison? Comment ils se sentent? Et tout le monde est là en train d'applaudir et dire assassin, fasciste. Vladimir Hitler. Comment ils se sentent? Vous imaginez? Et personne ne se borde, et ils l'ont là, on leur a volé la victoire. Dans l'organisation sioniste. On est en train de leur casser les os à Haïfa, à Tel Aviv, partout. Les os OS. Vous comprenez? Et un des leurs, de manière injuste, va monter sur l'échafaud. Hein? Et tout d'un coup, vous avez un rabbin qui se lève et qui fait tout basculer. Et Jabotinsky, en tant que réaliste, très réaliste, quand il voit l'impact du Rav Kook et de sa prise de position sur la réalité, il comprend qu'il a raté quelque chose. Et que cette chose, il doit la combler. Si ce n'est au niveau individuel, dans tous les cas au niveau collectif et national. Et il écrit une chose fantastique. Dans un article publié le
en 1935, un mois avant la clôture de l'Assemblée constituante du nouveau congrès qu'il vient de fonder, en 1935, il fonde la Tzionut HaChadasha, la Tnoa Tzionit HaChadasha, l'alternative à la Tnoa Tzionit, à Tzach, Tzionut HaChadasha. Pourquoi? Parce que l'organisation sioniste a refusé de faire de l'État juif un but politique. Alors il a cessé, et puis il a organisé une organisation parallèle qui d'ailleurs a eu plus de succès, en tout cas au niveau démographique, que l'autre. Elle a eu presque plus de 100 000 membres de plus que l'organisation sioniste mondiale. Et à un mois de la clôture de l'assemblée constituante de ce truc, de cette organisation, il a écrit un article qui s'appelle La religion, qui a été traduit et publié dans beaucoup de langues. Et il décrit la transformation et la métamorphose qu'il a subie. C'est ainsi qu'il écrit. Quand j'ai lu ça, j'ai relu ça, c'est d'une pertinence. C'est écrit 35, c'est écrit il y a 82 ans. C'est d'une pertinence pour vous allez le voir. La génération à laquelle j'appartiens est le résultat du projet de russification de la région sud, de la zone de peuplement. Regardez quelle mea culpa. Vous savez ce que j'ai? Je suis le résultat d'un projet de russification. Il n'y avait ni vieille génération de juifs, ni de tradition. Ma génération à moi n'était même pas athéiste. Parce que l'athéisme, c'est quand même une prise de position, même si elle est négative. Je soutiens que Dieu n'existe pas. Dans ma génération, on ne soutenait rien. Peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est au-delà des années 80 et 90 du XIXe siècle. Une infinie indifférence, sans hargne, sans haine, sans aucune émotion. Un rapport à Dieu comme à la neige de l'année passée. Je ne sais pas comment traduire cette expression. Et ensuite de continuer. De tous les facteurs spirituels de l'histoire mondiale, la religion a toujours été le facteur le plus fort. Au Moyen-Âge, peut-être, elle était facteur hégémonique, tant des forces spirituelles que matérielles. Et voici qu'après tout cela, émerge une génération pour qui ce problème de la religion n'existe pas. Il n'est pas là. L'okayam. Toute la question religieuse devient une question inappropriée. Une légende du Sheleg Eshtakat, de la neige l'année passée. C'est un peu bizarre. Cela sonne, et c'est ainsi qu'il parle maintenant, c'est pour conclure, cela sonne comme si on niait l'existence de l'océan, de l'Amérique, de l'Australie, de la stratosphère. Et c'est pour ça que dans il continue, et dans une des clauses de
de l'organisation Atzionut Achadasha, eh bien, elle dit quoi? Elle dit la chose suivante. Le but du sionisme, c'est la délivrance du peuple d'Israël et de sa terre, la renaissance de son état et de sa langue, et l'enracinement des saintes valeurs de la Torah dans la vie de la nation. L'enracinement des saintes valeurs de la Torah dans la vie de la nation. Il a quel âge quand il écrit ça? Il a 55 ans. 55 ans. 55 ans. Comment expliquer le fait qu'il voulait latiniser les lettres hébreues? Quand ça il faut ça, bien sûr, c'est-à-dire, il y a c'est l'influence de Atatürk. Atatürk, c'est 23. Comprenez? C'est-à-dire, c'est une personne, c'est une bonne question, je ne me rappelle pas exactement à quelle époque il avait ce projet, mais on voit tous les grands leaders sionistes, ils avaient des projets complètement loufoques à certains moments pour emprunter par-ci, emprunter par-là, etc. Mais pour reciter ce qu'il a dit au sujet des 9 lettres carrées, etc., mais on voit que c'est une personne qui est complètement, on l'a pas dit, mais c'est lui, la traduction du poème de Bialik qui porte sur ce qui s'est passé à Kishinev, Beira Riga, eh bien c'est lui qui le traduit. Il le traduit en hébreu, vous comprenez? Non, lui il le traduit en yiddish. Non, il traduit en hébreu. Ouais. Non, il a appris le yiddish de manière maternelle. Je crois qu'il le traduit en hébreu. Traduit en hébreu qu'il maîtrise absolument parfaitement. J'oublie ça. Pardon? C'est pour ça que je me suis dit, peut-être qu'il le traduit en yiddish ou le traduit en russe. Il le traduit en russe. Il le traduit en russe, non, Bialik l'écrit en hébreu, donc Jabotinsky le traduit en russe et en yiddish, il me semble. Et il ouvre après 1903, mais je dois le vérifier, il ouvre tous ses discours par ce poème, de 1903 et ensuite. Mais là, pour revenir à ce qu'on voit, eh bien, dans la constitution de la Tzionut Achadasha, il dit enraciner les saintes valeurs idéaux de la Torah. Les voies, comment obtenir cela? Eh bien, par l'obtention d'une majorité juive en Eretz Israël, des deux côtés du Jourdain, la création d'un État juif, basé sur la liberté des citoyens et les principes de justice de la Torah d'Israël. Agnès, hein? C'est marrant parce que dans la déclaration d'indépendance, il y en a, on préfère aux prophètes. Si Et là, c'est pas, Torah. pas à la Torah. Et là, c'est Torah. Agnès, hein? Mais autre manière. Ça, c'est Jabotinsky. Vous comprenez? C'est-à-dire, il a fait, et ensuite son fils, Eric, qui est un militant contre la religion, eh bien, il lui écrit dans une lettre personnelle où il explique sa position, où il dit la chose suivante: tu sais, on peut établir un système moral sans se poser, sans évoquer en quoi que ce soit Dieu ou le divin. C'est ainsi que je faisais jusque-là. Mais à présent, je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus de sens à considérer tous ces principes moraux comme quelque chose qui se base bien au-delà de la compréhension humaine. Ce n'est pas seulement par politesse. Mais le Tanakh, c'est véritablement notre première source, notre source première.
Et pourquoi cacher ce fait? Pourquoi est-ce qu'on peut faire des déclarations sionistes au nom de Herzl, et on peut les faire même sans Herzl? Pourquoi est-ce que la Torah, c'est la seule source dont on doit se gêner et qu'on ne peut pas citer, qu'on se prive de citer? Ce n'est que du snobisme de se comporter de cette manière. Et je poursuis ma pensée. On a besoin d'un pathos religieux en tant que tel. Je ne suis pas sûr qu'on parvienne à le faire revivre dans nos âmes. Mais si on parvenait à créer une génération où tous seraient croyants, je serais heureux. Madim, hein? Madim. Mais si on pouvait éduquer une génération où tous seraient croyants, eh bien, je serais heureux. En 1940, mais juste après Yom Kippour, donc ça tombe bien, je ne savais pas, je ne me rappelais pas de ça, mais ça tombe très bien. En 1940, il est parti en Amérique pour mener une campagne politique et pour la défense du peuple juif, etc. Il était à l'époque préoccupé par la campagne d'évacuation de masse des juifs. Il voulait évacuer 1,5 million de juifs de l'Europe, faire venir en Eretz Israël, parce qu'il voyait très bien, il le disait, il apprenait le yiddish, il parlait aux juifs en leur langue, partout, à Vilna, à Varsovie, à Krakow, partout, il lui disait, si vous ne terminez pas avec la galoute, c'est la galoute qui terminera avec vous, qui vous achèvera. Si vous n'achevez pas la galoute, etc., on doit terminer, on achève. Et là, il arrive à New York, et il va dans un, comment on appelle, il va dans un camp de Beitar. Et il est très malade, et ses médecins lui disent qu'ils lui interdisent toute activité, parler, etc. Bien entendu, il ne les écoute pas. Il prend le train, et dans le train, et à cause de tous ces événements, eh bien, son état de santé se détériore. Le 4 août, il arrive dans le camp d'été du mouvement de Beitar, pas loin de New York. En route, il demande à la personne qui l'accompagne, Aaron Kopilovitch, de lui réciter la prière. Quelle prière? La prière de Kol Nidre. Et il répétait après lui chaque parole. Une fois arrivé au camp d'été, son état s'est complètement détérioré et les médecins n'ont rien pu faire, et il a décidé, décédé un peu avant l'âge de 60 ans. C'était Yom Kippour? Non, c'était pas Yom Kippour. C'était pas Yom Kippour, c'était avant Yom Kippour. C'est intéressant pour moi, mais je me suis posé la question, je ne sais pas. Ça lui rappelait peut-être la prière que vous avez Parce que j'imagine que c'est une des prières des plus fortes, des plus puissantes que puisse concevoir un juif. Alors, visiblement, c'est pour ça qu'il demandait Tagid li kol nidre. Tagid li kol nidre, et peut-être pour une autre raison. Parce qu'il avait des nédarim. Il avait des nédarim dont il parle. Regardez, écoutez, qu'est-ce qu'il dit de son éducation. Nous avons été éduqués dans un endroit où Dieu, c'était Chas v'Shalom, un fétiche, n'existait pas, Shum Davar. Alors il veut refuser à ce nèdre auquel il est, comment dire, éduqué, etc. Je crois qu'on a gardé au moins un discours qu'il avait fait aux Juifs de Pologne, je crois, c'était pas le 9 Av, le 9 Av, bien sûr. C'est vraiment prophétique qu'il a fait en disant si vous ne quittez pas maintenant, alors vous allez être réduits en sol, vous allez... Oui. Il le disait de manière ouverte, il sillonnait tous les personnes, et les gens lui riaient. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui nous a guidés à Vilna et qui a raconté que lui, il est arrivé à l'université de Vilna, où les Juifs étaient
devaient se tenir debout parce qu'ils n'avaient pas de place assise, parce qu'on ne leur permettait pas, etc. Mais il les a rassemblés là-bas et il leur a dit, Khaberim, vous devez quitter cet état, vous avez les chances, vous comprenez? C'était quoi? L'année 39, je ne sais pas si c'était avant Ribbentrop, avant Molotov-Ribbentrop, après Molotov-Ribbentrop en août 39. Et puis elle racontait que, je ne sais pas si c'était son père ou son grand-père, il a écouté ça, il a fait ses valises et il est allé à pied. Il est allé à pied. Vilna, c'est loin, c'est quand même loin. Il est allé à pied. Il est arrivé en Israël. Devenu enseignant à l'université hébraïque. C'est-à-dire, c'était un discours Pikuach Nefesh. À l'époque, les discours de Jabotinsky, c'était un discours qui portait le salut pour chacun qui voulait écouter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut très prophétique. Discours prophétique, c'est un discours qui porte le salut. Vous comprenez? Mais donc là, pour dire déjà, effectivement, je ne sais pas pourquoi j'ai appelé cette rencontre un retour aux sources presque accomplies. D'après ce qu'on voit, visiblement, quand j'ai donné le titre, j'ai pas suffisamment fait mes devoirs, mais effectivement, il avait une relation renouvelée, ressourcée, retapée au judaïsme, à la Torah, et avant tout, il le dit, grâce à des personnes comme le Rav Kook, qui ont fait, dont la Torah était à la hauteur de la politique nationale, de la politique internationale, du peuple juif à l'époque de la Géoula. Et c'est ce qui a convaincu des milliers, on voit Jabotinsky, on apporte ce témoignage, des milliers de jeunes, et ce qui l'a convaincu. Et c'est pas pour rien, lorsqu'on regarde qui était, je sais pas, le commandant du Hetzel. Le commandant du Hetzel. David Raziel, où est-ce qu'il étudiait? Pendant 2 ans, où est-ce qu'il a étudié? Dans les yeshivas, Merkaz Haraf. Qui sont été les 12 qui sont montés à l'échafaud? Des 12 juifs qui sont montés à l'échafaud, condamnés à mort par les Britanniques, 47-48, 11 étaient des personnes Bnei Torah. Ils faisaient tous partie du Hetzel et du Lehi. Le seul premier ministre religieux jusqu'à présent qu'il y avait en Israël, il était sans kippa, mais il était religieux. Menachem Begin. Un élève de Jabotinsky, un élève de ce mouvement, c'est-à-dire qu'on voit que ce mouvement, il a éduqué dans la continuité. Il a mis des accents sur d'autres nationalismes, etc., mais il n'a pas balayé, au contraire. Il a ramené la Torah, ramené le patrimoine juif dans ses rangs. Et c'est pas pour rien que les religieux et les Dotam Mizrach, etc., se sont reconnus avant tout dans Menachem Begin. Et dans Jabotinsky avant lui, bon, c'était un peu. Il est mort avant l'heure, même avant l'âge de 60 ans. Mais il a compris qu'au niveau identitaire où il était, la Torah devait en faire partie. La Torah, peut-être pas au niveau individuel, c'est difficile, mais au niveau intellectuel, au niveau national, au niveau global, c'est bifnim. C'est là, c'est à l'intérieur, c'est au cœur des choses. Au cœur des choses. C'est Jabotinsky.
34. Mais que le dimanche, après Soukot, il y a le concours de dimanche, à la fin des fêtes,